Alors, nous allons donc approfondir la question de savoir comment intégrer des considérations environnementales dans un besoin qui n'est pas par nature environnemental. Je vais continuer avec l'exemple du minibus. Supposons que l'acheteur envisage donc d'acheter des minibus et qu'il souhaite utiliser de nouveaux outils de la commande publique pour passer un marché de fourniture, prenant en compte des considérations environnementales. Il va alors définir son besoin en intégrant ces considérations dans les documents contractuels afin d'acheter des minibus écologiques. Mais pour l'instant, l'acheteur ne sait pas exactement comment il pourra intégrer ces considérations dans son besoin, disons, originel, qui concerne en réalité le transport de personnes par les minibus, qui n'est pas donc un besoin directement lié à des préoccupations environnementales. Il faudra donc spécifier les conditions d'exécution du marché afin de les verdir en quelque sorte et a fortiori verdir les offres des candidats susceptibles de participer dès la procédure de passation. Mais comment le faire? C'est ça qu'on va essayer de vous montrer. Mais pour rappel, l'article L2112-12 du Code de la commande publique dispose que les clauses de contrat doivent être liées à son objet et que les conditions d'exécution du marché pour prendre en compte notamment des considérations environnementales. À partir de août 2026, les conditions d'exécution doivent prendre en compte des considérations relatives à l'environnement. Cela étant précisé, je passe donc à l'article suivant. Il dispose à son tour que les conditions d'exécution qui se rapportent aux travaux, fournitures, aux services objets de marché, à quelque égard que ce soit, et à n'importe quel stade de leur cycle de vie, sont réputées liées à l'objet de marché. Le cycle de vie est ensuite défini, mais ce qui ressort du texte du Code de la commande publique, c'est qu'il paraît laisser une marge d'action très importante pour l'acheteur dans la mesure où la liaison des conditions d'exécution avec l'objet de marché, en application des nouvelles dispositions, elle peut être, a priori, très largement interprétée. Mais toutefois, si la marge d'appréciation juridique elle paraît très large, dans la mesure où l'acheteur peut agir sur n'importe quelle étape du cycle de vie d'un produit au service, elle est concrètement contrainte par des considérations d'ordre pratique. Et ces contraintes ne sont pas du tout anodines. En effet, il peut être très difficile d'agir sur certaines des étapes du cycle de vie, surtout pour des biens complexes assemblés à partir d'une multitude de composants. C'est ce qui va pour rappeler par rapport au stade de la production du bien. C'est très difficile d'intervenir là-dessus. La production de voitures, par exemple, elle est effectuée aujourd'hui selon des chaînes globales de production de valeur. Ainsi, une voiture assemblée en Europe, elle pourra avoir des composants venant des 5 continents du globe, au même produit selon des différents processus productifs. Ainsi, pour un minibus électrique, par exemple, est-ce qu'un acheteur pourrait-il définir que les terres rares utilisées dans sa batterie doivent être extraites selon des procédures d'exploitation minière spécifiques? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, que l'exploitation de terres rares, la minération de ces éléments est très, très impactante en termes environnementaux. Bon, cela présuppose donc que l'acheteur ait la connaissance des différentes modalités d'exploitation minière de terres rares, que le choix d'une procédure spécifique pour la production de la batterie ne soit pas susceptible de restreindre excessivement la concurrence en application des règles de la commande publique. Encore, que le choix d'une procédure spécifique ne soit pas susceptible de restreindre l'accès au marché français en violation des accords internationaux conclus par la France, et que les sociétés participantes de la future procédure de passation soient même de justifier le mode d'extraction des métaux utilisés dans ces batteries, et finalement, que l'acheteur, lui, soit capable de vérifier cette information à un coût et dans un délai raisonnable. Bon, vous l'aurez compris, cela ne paraît pas envisageable en pratique. Et donc, compte tenu de cela, nous vous proposons, au stade de la définition du besoin d'un marché qui n'est pas environnemental par nature, d'adopter une grille d'analyse très pragmatique. Vous pouvez voir dans les slides, en premier lieu, il convient donc de rechercher quelles sont les étapes du cycle de vie d'un produit ou service qui ont plus d'impact environnemental. Ensuite, d'identifier parmi ces étapes celles sur lesquelles l'acheteur a une capacité technique d'intervenir. Et en troisième lieu, de finalement définir les besoins. On verra par la suite comment rédiger les clauses contractuelles permettant de négocier la transition écologique. Mais avant cela, je vais reprendre l'exemple de minibus. Alors, vous verrez que dans un premier temps, il peut être vérifié que les étapes plus impactantes sont généralement la production et l'utilisation. Dans un second temps, l'acheteur constatera qu'il n'a pas la capacité d'intervenir sur la production de minibus ou que cela présente trop de risques, mais qu'il peut intervenir sur l'utilisation. Il définira ainsi son besoin écologique en intervenant sur l'utilisation du minibus.
en particulier et très classiquement en déterminant un maximum d'émissions de CO2 acceptables ou de consommation d'énergie acceptable. Vous l'aurez compris, il y a une vraie difficulté d'intervenir sur des étapes qui sont, disons, éloignées de l'acheteur, comme la production ou l'acquisition de matières premières. Avec l'évolution des pratiques durables en ce qui concerne les achats publics, on espère que l'initiative privée sera incitée à produire des solutions pour les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il convient d'adopter une stratégie prudente mais efficace pour réussir la transition écologique dans les achats publics.